Un pays qui prétend contrôler un détroit stratégique et un président qui se planque dans un chariot de restauration à quelques jours d'intervalle, vous trouvez ça normal ? Parce que ce n'est pas une image isolée, c'est deux versions de la même histoire, racontées le même mois par le même homme. D'un côté, Donald Trump debout sur le tarmac de Washington, en train d'expliquer que les États-Unis possèdent le détroit d'Ormuz. De l'autre, le même Donald Trump, quelques jours plus tôt, exfiltré d'une base militaire en Turquie dans un véhicule de restauration, transféré en secret sur un second avion, pendant que la Maison-Blanche ne dit rien au public. Deux images. Une seule question derrière. Qu'est-ce qu'un homme qui contrôle vraiment la situation a besoin de cacher à ce point ? Non, c'est pas juste une nouvelle sortie bizarre de Donald Trump devant les caméras. C'est pas juste une blague sur un chariot. C'est même pas juste une question de sécurité présidentielle. Deux questions vont nous suivre pendant les 15 prochaines minutes. Pourquoi la version officielle de ce transfert d'avion a changé au moins 3 fois en une semaine ? Et comment un pays qui affirme dominer un détroit à l'autre bout du monde en arrive à vider ses propres réserves de pétrole chez lui jusqu'au plus bas niveau depuis 1983 ? On va suivre deux fils distincts, chacun documenté indépendamment de la surface jusqu'au mécanisme, puis jusqu'à la conséquence. Et la première récompense arrive tout de suite, gratuitement, parce qu'elle mérite d'être posée dès maintenant sur le tarmac, filmé en direct. Le président a lui-même donné 3 explications différentes pour le même vol. 3. Retenez ce chiffre, on va y revenir. Attendez, avant d'aller plus loin, un point de sourcing, parce qu'il compte. Tout ce qu'on va documenter sur le transfert d'avion vient de reportages indépendants de NBC News, CNN et de Hill, confirmés par des sources officielles distinctes. Pas d'un seul tweet viral. Et sur les réserves de pétrole, les chiffres viennent directement des données publiées début août 2026, pas d'une estimation vague. On y reviendra en détail, parce que la nuance compte énormément dans cette histoire. Revenons au début du fil numéro 1. Fin juillet 2026, sommet de l'OTAN à Ankara, en Turquie. Trump y arrive à bord du jet offert par le Qatar, tout neuf, tout rénové. Devant les caméras, en fin de sommet, il embarque publiquement dans l'ancienne Air Force One pour repartir, sauf que c'est pas ce qui se passe. D'après NBC News et CNN, Trump redescend discrètement de cet avion, passe par un véhicule de restauration pour rejoindre un 3e appareil, un S-32 militaire, qui décolle vers la base aérienne de Mildenhall, au Royaume-Uni. Seule une poignée de personnes était au courant. La Maison-Blanche n'a rien annoncé publiquement au moment des faits. Et voilà où ça devient intéressant. Une fois arrivé au Royaume-Uni, Trump remonte discrètement dans l'ancien Air Force One pour réapparaître devant les caméras, comme si de rien n'était, avant de rejoindre finalement le jet qatari. Un aller-retour caché entre 3 avions différents pour un seul trajet. C'est pas une anecdote de logistique militaire. C'est un président qui organise en secret sa propre disparition du champ de vision publique pendant plusieurs heures, sans en informer le pays qu'il dirige. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste une question de sécurité présidentielle standard, gérée par le Secret Service, rien d'anormal. C'est rassurant ? Non ? Sauf que non. Parce que quand la presse pose la question sur le tarmac, à Washington, Trump ne dit pas c'était une mesure de sécurité liée à une menace identifiée. Il dit autre chose. Écoutez cette version-là. Voici ce qu'il a réellement déclaré mot pour mot devant les journalistes. Le jet qatari serait passé par l'Angleterre parce que, je cite, les soldats de la base voulaient le voir. Que l'armée aurait organisé un échange d'avions sur place pour cette raison et qu'il n'aurait fait, je cite encore, que suivre ce que l'armée lui demandait de faire pour des raisons de sécurité. 2 justifications contradictoires dans la même réponse à quelques phrases d'intervalle. D'abord, une visite touristique pour des militaires. Ensuite, une nécessité sécuritaire imposée par le Secret Service. Ce ne sont pas 2 façons de dire la même chose. Ce sont 2 histoires différentes. Regardez bien ça, parce que dans une réponse suivante, à propos du même trajet, la version change encore une 3e fois. Cette fois, Trump affirme que l'avion sur lequel il a réellement volé était, je cite, à plus grand risque, celui que l'ennemi aurait été le plus susceptible de cibler. Autrement dit, d'abord une balade pour militaires curieux, ensuite un ordre de sécurité qui n'aurait fait que suivre, enfin un choix personnel héroïque de prendre l'avion le plus dangereux. 3 récits, 3 motivations différentes, un seul événement. Ce sentiment que vous aviez en entendant sa première explication sur le tarmac, que quelque chose sonnait faux, il était fondé. Ce n'était pas de la parano, c'était du bon sens.
Sur les chaînes conservatrices américaines proches de Trump, la lecture de cet épisode a pris une forme bien précise. Sur Fox News, l'animateur Sean Hannity a présenté ce même épisode sous un titre édifiant. Un rapport complet sur, je cite, « l'évasion audacieuse du président Trump face à un complot iranien ». Une évasion audacieuse ? Le même événement que 3 reportages indépendants décrivent comme une exfiltration discrète et non annoncée devient, sur une chaîne proche de Trump, un récit héroïque digne d'un film d'action. Ce n'est pas un oubli éditorial isolé. C'est un choix de cadrage, répété assez souvent sur ce type d'épisode pour ne plus ressembler à un hasard. Et c'est pas anodin ce qui se passe là, parce qu'il y a une image qui a circulé partout en même temps que cette histoire. Une photo montrant Trump accroupi derrière un chariot de restauration. Cette image précise a été identifiée comme générée par intelligence artificielle, avec des proportions impossibles et des détails techniques incorrects sur le matériel de restauration aérienne. Et c'est exactement là qu'il faut être honnête, parce que l'argument le plus solide de l'autre côté sur ce dossier, c'est justement celui-là, cette photo virale est un faux. Donc, disent les défenseurs de Trump, toute cette histoire de transfert secret ne serait qu'une fabrication médiatique de plus. Cet argument mérite d'être pris au sérieux une seconde, parce qu'une fausse image qui circule, ça arrive, et s'indigner d'un fake, c'est légitime. Sauf que la fausseté de cette photo précise ne change strictement rien à l'événement lui-même, documenté séparément par NBC News, CNN et The Hill à partir de sources officielles distinctes, avant même que cette image ne devienne virale. Un faux visuel autour d'un vrai événement, ce n'est pas une preuve que l'événement est faux. C'est une preuve que même la vérité dans ce dossier a besoin d'un mensonge visuel pour devenir mémorable. Le reste du segment de Hannity veut aussi le détour. Après le récit héroïque de l'évasion, l'animateur reçoit une invitée qui compare le style de décoration de Trump dans le bureau ovale à celui des anciens palais de Saddam Hussein en Irak. Réponse de Trump, en direct, que la comparaison n'a aucun sens et que cette critique viendrait surtout d'une personne encore amère d'avoir perdu l'élection de 2016. Une pique personnelle livrée en interview complaisante sur une chaîne qui, rappelons-le, appartient au même écosystème médiatique qui a qualifié une exfiltration secrète d'évasion audacieuse quelques minutes plus tôt dans la même émission. C'est pas la même chose de couvrir un président et de lui servir de porte-voix. Un dernier ancien collaborateur de Trump, Anthony Scaramucci, a résumé l'embarras politique de la situation en une phrase, en évoquant l'image devenue virale, que cette image du chariot serait difficile à effacer des mémoires et que Trump, s'il n'était pas un lâche, aurait simplement refusé l'opération plutôt que de s'y prêter en silence. Une critique venue de quelqu'un qui a travaillé directement pour lui, pas d'un adversaire, de l'extérieur. Vous voyez le problème avec cette succession de versions ? Un président qui doit mentir sur la raison d'un transfert d'avion, c'est un président qui a peur qu'on comprenne à quel point il a eu peur. C'est là que le tableau change. Parce que ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Ce même mois, sur ce même tarmac de Washington, Trump tient un tout autre discours, cette fois sur l'Iran et sur le détroit d'Ormuz. Il faut savoir que ce détroit, c'est le passage maritime par lequel transite une part énorme du pétrole mondial, ce qui en fait un point de pression stratégique majeur entre les États-Unis et l'Iran. Et devant les journalistes, Trump déclare, mot pour mot, que les États-Unis ont, je cite, le contrôle total sur le détroit d'Ormuz en ce moment, que l'Iran n'a aucun contrôle et que, je cite encore, on le possède, c'est à nous. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce qu'au moment même où ces mots sont prononcés, les propres chiffres du gouvernement américain racontent une histoire complètement différente. D'après les données publiées début août 2026, les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis sont tombées sous les 300 millions de barils, leur plus bas niveau depuis 1983. Cette chute suit une décision de Trump lui-même, en mars 2026, d'autoriser le déblocage de 172 millions de barils après que l'Iran a réduit les exportations pétrolières transitant par le détroit. Une fois cette opération terminée, les stocks américains devraient tomber autour de 243 millions de barils. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une estimation d'un média hostile, c'est le chiffre public du niveau des réserves américaines, publié par les agences fédérales elles-mêmes. Accrochez-vous, parce que ça va plus loin que ça n'en a l'air. Un pays qui, je cite le président,
possède totalement un détroit à l'autre bout du monde, ne devrait pas avoir besoin de vider ses propres réserves stratégiques jusqu'à leur plus bas niveau depuis plus de 40 ans pour compenser l'instabilité créée précisément par ce même détroit. Si vous contrôlez vraiment la situation, vous ne puisez pas dans votre coffre-fort national pour éponger les conséquences du problème que vous prétendez avoir réglé. Le récit de la domination et le récit des chiffres racontent deux histoires opposées et un seul des deux est vérifiable ligne par ligne dans les données publiques. Ce n'est pas un accident isolé de communication, c'est une méthode et elle a un mécanisme identifiable derrière elle. Sur le dossier voisin, celui de l'Ukraine, les deux principaux négociateurs de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont effectué au moins 8 voyages à Moscou depuis le début de l'invasion russe et aucun à Kiev sur la même période, selon plusieurs médias qui suivent le dossier depuis le début. Ce déséquilibre n'est pas passé inaperçu chez les alliés de l'Ukraine, qui reprochent aux deux hommes une proximité excessive avec les positions russes dans les négociations, notamment sur la question des concessions territoriales. Ce n'est pas une coïncidence isolée. C'est un schéma qui se répète. Dossier après dossier, la version publique projette la force et le contrôle, pendant que les faits vérifiables, eux, montrent un déséquilibre structurel dans l'autre sens. Ce que je sentais depuis le début sur ce premier fil, c'était vrai, sur le deuxième, c'est même pire que ça. On ne peut pas prétendre posséder un détroit à l'autre bout du monde quand on n'arrive même plus à remplir ses propres réserves chez soi. Revenons à la question du départ. Un homme qui se cache dans un chariot de restauration pour éviter d'être vu et un homme qui affiche une domination totale sur un détroit stratégique pendant que les réserves nationales fondent à leur plus bas niveau depuis 1983. Ce n'est pas deux anecdotes séparées qu'on a suivies ce soir. Vous êtes venus pour une histoire de tarmac embarrassante. Vous repartez avec la preuve d'un schéma répété où l'image projetée et la réalité documentée s'éloignent chaque mois un peu plus l'une de l'autre, sur des dossiers différents, avec des acteurs différents, mais toujours le même écart. Et il y a un troisième chiffre qui mérite d'être posé ici, parce qu'il touche directement le quotidien des gens plutôt que la géopolitique abstraite. Pendant sa campagne, Trump avait promis de réduire le coût de l'électricité de moitié dès son premier jour et de faire redescendre le prix de l'essence sous les 2 $ le gallon. Ce sont des promesses vérifiables, prononcées publiquement, datées et donc mesurables dans le temps. Or, au moment même où les réserves stratégiques de pétrole tombent à leur plus bas niveau depuis 1983, ce sont ces mêmes prix de l'énergie que l'administration prétend maîtriser. Ce n'est pas une allégation, ce sont deux séries de chiffres publics. L'une sur les promesses de campagne, l'autre sur les réserves fédérales, qui ne racontent pas la même histoire. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est pas seulement un chariot de restauration ou un chiffre de barils de pétrole pris isolément. C'est que les deux dossiers suivent exactement la même logique. Minimiser, reformuler, puis afficher une force que les données ne confirment pas. Si vous ne suivez que les grands titres télévisés de 30 secondes, ce mécanisme-là, vous ne le voyez jamais parce qu'il se construit sur plusieurs semaines à travers des dossiers qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux. Et pendant que cette succession de versions contradictoires s'accumule, les intentions de vote pour les élections de mi-mandat de 2026 donnent actuellement les candidats démocrates en tête dans plusieurs courses sénatoriales clés. D'après les agrégats de sondage disponibles à la mi-août, ce n'est pas une prédiction, c'est une tendance mesurée à ce stade de la campagne et elle mérite d'être suivie sans être présentée comme un résultat acquis. Mais elle donne une idée de comment une partie de l'électorat encaisse, mois après mois, cet écart entre le discours de contrôle total et les chiffres publics qui disent l'inverse. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Witkoff et Kushner sont attendus prochainement à Kiev et à Moscou pour tenter de relancer les négociations sur l'Ukraine avec le même déséquilibre de départ qui a déjà façonné leur rôle jusqu'ici. Les réserves stratégiques, elles, continuent de baisser pendant que le prix du baril reste sous pression. Et pendant que ces deux dossiers avancent sans réponse claire, ce sont les ménages américains qui paient leur essence plus cher et qui financent, sans le savoir, le comblement d'un trou stratégique que personne à la Maison-Blanche n'a officiellement reconnu comme un trou pendant qu'on continue de leur parler de records boursiers et de contrôle total.
Il poursuit la BBC pour 10 milliards de dollars au sujet d'un montage vidéo, mais refuse de clarifier publiquement pourquoi sa propre explication d'un transfert d'avion a changé 3 fois en une semaine. En clair, il exige des comptes de tout le monde, sauf de lui-même. Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai. Quand la version officielle change 3 fois pour le même événement, c'est jamais parce que la 3e version est enfin la bonne. C'est parce qu'aucune des 3 ne l'était vraiment. Est-ce que vous voulez savoir ce qui se passe quand Witkoff et Kouchner reviendront de Moscou avec un nouveau texte de négociation à vendre au public comme une victoire? Je vous le montrerai ici en détail dès que ça tombe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire et un like, sincèrement, aide énormément à la faire connaître à plus de monde.